Bonjour, bienvenue à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette série qu'on a intitulée Microsoft on AWS. On va démarrer avec l'agenda de la session du jour. Donc, on va se représenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je vous dirai juste quelques mots sur D2SI qui devient Devoteam Revolve. L'annonce a été faite ce matin. Et puis, on rentrera dans la session du jour. Christopher vous parlera de SQL sur AWS, quelles sont les possibilités pour tourner vos workloads sur SQL. Et puis, moi, je vous partagerai une démo technique où on verra le déploiement sur l'infrastructure, sur une infrastructure AWS d'un cluster SQL. Justement, Christopher. Donc bonjour à tous, je m'appelle Christopher Plieger, je suis spécialiste Microsoft chez AWS. Donc, je suis Romain Frémio, business developer migration et sécurité chez D2SI, chez Devoteam Revolve, à partir d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on s'habitue. Aujourd'hui, nous serons que tous les deux. Romain Gros, donc, qui est notre consultant et notre spécialiste technique, pourra pas se joindre à nous. Donc, je commenterai à sa place la démo qu'il a réalisée. En étant peut-être un petit peu plus synthétique sur les étapes techniques, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pendant le webinaire, et puis on essaiera d'y répondre soit pendant la session, soit un petit peu par la suite. Donc rapidement, D2SI, pour ceux qui connaissent, on a 12 ans d'expérience. On change de nom aujourd'hui, donc on devient Devoteam Revolve. Donc l'idée, c'est de s'intégrer un petit peu plus au groupe Devoteam que nous avons rejoint en 2007. Et puis de pouvoir proposer un nouveau projet en fait à nos collaborateurs et puis aussi à nos clients pour offrir plus de synergie au sein du groupe Devoteam et de rayonner un petit peu de manière un petit peu plus large. Bon voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, retenez simplement qu'on change de nom. On va faire un petit récapitulatif des épisodes précédents. Comme à chaque fois, je vous remets le schéma d'architecture cible de l'infrastructure qu'on veut atteindre. Donc, notre infrastructure AWS avec nos différentes stacks qu'on aura déployées dessus. Donc, notre couche de packaging avec la partie Nugget, notre couche d'annuaire avec la partie Active Directory qu'on a déployée lors de l'épisode 2. Et puis notre couche base de données avec un cluster SQL Server, et enfin notre applicatif avec toute une infrastructure Citrix. Donc ce qu'on a déployé pendant les 2 premiers épisodes, et puis aujourd'hui cette troisième couche de cluster SQL qu'on va déployer avec la même méthodologie qu'on a utilisée lors des 2 premiers épisodes avec les mêmes outils. Si vous avez assisté aux 2 premiers épisodes, ça vous sera familier. Pour ceux qui arrivent sur cette série de webinars, on essaiera de revenir un petit peu sur les outils qu'on utilise et les notions qui sont mises en œuvre. Je laisse la main à Christopher, je vais te donner la main. Merci. Hop. Voilà, tu devrais avoir la main. Super. Alors, quand on parle de Microsoft SQL Server sur AWS, il faut commencer par comprendre qu'il y a 2 options. Il y a ce qu'on appelle Amazon RDS SQL et forcément SQL Server sur Amazon EC2. Et on va commencer par parcourir un peu la différence entre ces 2 types de services, sachant que RDS est un service cloud native qui se concentre à vous délivrer une base de données clé en main. Et EC2, c'est une machine virtuelle que vous pouvez gérer vous-même. Donc pour vous illustrer un petit peu la différence, si la slide peut bien changer. Voilà. RDS, c'est le premier choix pour nous à considérer quand vous faites un déploiement cloud native chez AWS. Pourquoi? Parce que c'est une base de données qu'on va 100% manager pour vous. Donc, on va s'occuper du scaling, on va s'occuper de la disponibilité, on va s'occuper automatiquement de tout ce qui est backup, point de restauration instantané,
la maintenance des machines, où vous allez pouvoir upgrader en un seul clic vers des versions de SQL Server plus récentes si vous le souhaitez. Et forcément, on s'occupe aussi de tout ce qui est infrastructure. Donc sachez que cette base de données existe. Donc si vous voulez faire du full cloud et vous voulez vous occuper plutôt de la partie applicative que la partie gestion de base de données, cette option existe. Maintenant, l'autre option, forcément, c'est de faire du SQL Server sur de l'EC2 classique. Dans quel cas, nous, on vous propose des images prêtes à l'emploi SQL Server. On s'occupe quand même du patching de l'OS et forcément de tout ce qui est hardware. Mais c'est votre job de gérer les backups, la disponibilité, le scaling et le patching de la partie base de données. Voilà. Maintenant, il y a des avantages et des désavantages aux deux. Hein. Il y a quelques limitations côté RDS qu'il faut quand même connaître. Donc forcément, on va faire beaucoup de choses à votre place et on va le faire d'une manière complètement cloud native et avec les best practices SQL. Donc, comme je vous le disais déjà, backup complètement automatisé avec des point-in-time restore, dans la haute disponibilité, on va y revenir un peu dessus. Mais il y a quelques limitations puisque vous n'avez pas forcément accès à la machine, vous n'avez pas de rôle sysadmin ou server admin sur un serveur RDS ou même un accès au système de fichiers. Et donc des outils comme SSRS ou SSIS, vous ne pouvez pas forcément les faire fonctionner sur une version RDS. Donc si c'est des outils que vous utilisez encore aujourd'hui, quand vous mettez votre base sur AWS, partez plutôt sur une solution EC2. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu quand même de quoi on parle quand on dit high availability ou haute disponibilité pour RDS, bah on a ce concept availability zones qu'on a déjà couvert dans les épisodes précédents. Mais en bref, on a dans une région même, on a 3 ou plus availability zones, donc c'est des zones de disponibilité dans lesquelles on a plusieurs data centers. Ces zones sont chacun indépendant en termes d'électricité, en termes de ligne Internet, et donc en cas de problème sur une availability zone pour une raison ou une autre, un désastre naturel par exemple, bah, on va avoir la disponibilité quand même sur une deuxième ou une troisième availability zone, et même sur plusieurs data centers au sein de ces availability zones. Et donc pour RDS, comment ça fonctionne? Vous avez deux bases de données, on va dire, qui sont en mirroring en temps réel, chacun dans une availability zone différente, base de données principale et secondaire. Ensuite, vous avez un witness, donc un témoin dans une troisième availability zone. Donc ça vous donne vraiment une architecture hautement disponible de base quand vous déployez RDS. Voilà. Pour de l'EC2, c'est un petit peu différent puisque forcément là, vous allez plutôt utiliser par défaut les fonctionnalités de par exemple SQL Server Enterprise qui vous permet de faire du Always On Availability, mais qui coûte aussi très très cher. Voilà, une licence SQL Server Enterprise, ça coûte à peu près 10 fois le prix d'une licence SQL Server standard. Mais ce genre d'architecture, on supporte bien évidemment dans AWS. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de vous donner un peu d'autres options pour réduire votre facture. Et donc, on a un autre service dans AWS qui s'appelle FSX. Et FSX, c'est un service de serveur de fichiers managé. Donc, c'est un serveur de fichiers Microsoft qui tourne sur Windows Server, qui, pareil, a de la redondance, a de la haute disponibilité, a du scaling automatique, ce genre de choses, et qui fonctionne avec du SMB. Et donc, ce qu'on sait également vous proposer, en fait, plutôt que de faire du Always On avec du SQL Server Enterprise, c'est de découpler, en fait, la partie software base de données de la partie stockage, ce qui vous donne la même ou même une meilleure disponibilité de votre SQL Server dans le cloud, tout en restant sur des licences standards de SQL Server. Donc, vous pouvez avoir plusieurs read réplica de votre base SQL tout en gardant le stockage sur FSX for Windows en SMB, ce qui vous permet d'avoir un stockage super redondant avec des backups sans forcément avoir besoin de faire du Always On avec du SQL Server Enterprise. Et donc, comme je vous le disais déjà,
d'utiliser du SQL standard, c'est une petite astuce qu'on vous propose dans le cloud qui n'est pas disponible en premise, mais ça peut vous réduire votre coût de licence de plus de 10 fois. Je n'ai pas les coûts SQL en tête, ça va forcément dépendre de votre contrat, mais une licence Enterprise peut vite tourner autour de 30 000 euros, alors qu'une licence standard plutôt que 3 000 euros. Donc, quand vous faites une migration dans le cloud de vos machines SQL, c'est une vraie question à se poser. Et il faudra vraiment étudier cette architecture et essayer d'utiliser ce genre d'astuces pour réduire vos factures. Voilà. En plus, puisque vous utilisez FSX pour votre stockage, ce n'est plus votre machine SQL qui va devoir gérer le stockage, la réplication, et donc votre base de données même, votre serveur de base de données utilisera moins de CPU, moins de mémoire de base, puisque une partie sera déportée sur une autre machine à côté qui va gérer le stockage. Et donc c'est une façon très simple de faire de la haute disponibilité dans AWS sans se prendre la tête avec du always on. Voilà. Ensuite, on a quand même beaucoup de clients aussi qui souhaitent, sur le long terme, se débarrasser un petit peu de leur licence aussi. Donc, je vais rapidement passer aussi sur les options de modernisation de SQL Server. Forcément, les soucis qu'on a chez nos clients face au licensing Microsoft, c'est que, le licensing Microsoft n'est pas très facile à comprendre, coûte extrêmement cher. Forcément, vous êtes dans des solutions qui sont propriétaires et donc vous n'avez pas forcément beaucoup d'évolution dans la solution ou alors de choix de partir sur d'autres solutions de manière simple, donc du lock-in. Et puis, le licensing Microsoft peut aussi vous limiter. Vous avez forcément des limitations en termes de mobilité de licence si vous n'avez pas la software assurance, ce genre de choses. Et dernièrement, vous avez des audits aussi qui peuvent arriver, et c'est jamais la chose la plus fun de l'année si vous recevez une lettre d'audit dans votre boîte de courrier. Et donc, ce qu'on essaie de faire quand même pour beaucoup de clients qui sont déjà sur AWS, qui ont déjà fait le pas de migrer, c'est de les aider à faire l'étape d'après et de moderniser vers des bases plutôt open source. Et donc, il y a deux choix principaux qu'on voit, donc deux étapes, on va dire. Il y a pas mal de clients qui commencent à se poser la question de mettre du SQL Server sur Linux, qui veulent quand même maintenir SQL Server parce que ça tourne et que voilà, c'est efficace. Ils n'ont pas forcément envie de changer la base de données, mais qui veulent quand même enlever la couche Windows Server pour la remplacer par une couche Linux. Forcément, ça va fortement dépendre des dépendances applicatives de ce qui tourne sur le serveur. Si vous avez d'autres logiciels qui tournent sur le même serveur, forcément, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez une simple base SQL, de partir sur Linux, ça vous enlève une licence, la licence Windows Server, et donc ça peut quand même considérablement vous réduire vos coûts et réduire vos dépendances de licence auprès de Microsoft, tout en gardant une user experience qui est la même et sans changer vos applications. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est une option que beaucoup de clients considèrent et qui est intéressante même pour une première migration. Le deuxième choix, c'est partir sur une solution vraiment cloud native, comme Amazon Aurora, qui est une base de données nativement construite pour le cloud, avec deux engines, PostgreSQL ou MySQL, au choix, chacun avec des features et des configurations légèrement différentes selon votre besoin. Et là, les réductions de coûts sont massives, c'est incomparable par rapport à un SQL Server. Et donc, on va creuser un petit peu ce point-là. Et forcément, vous n'avez plus aucune licence Microsoft. Le problème avec une base de données traditionnelle comme SQL Server, c'est que forcément, c'est un monolithe. Voilà, le stockage et le compute, c'est dans une seule machine, et donc c'est très dur de scaler ce type de machine si vous avez besoin de scale, soit du stockage, soit du compute. Voilà. Et donc, ce qu'on fait avec une solution comme Amazon Aurora, c'est justement découpler complètement la partie stockage de la partie compute. Un peu ce qu'on a fait avec FSX dans l'exemple d'avant. Sauf que là, vous n'allez pas utiliser des machines Windows Server derrière, vous allez utiliser vraiment une solution native AWS, donc avec un coût très très faible, et tous les avantages du cloud, dont les availability zones. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 15 read réplicas de votre base SQL pour des performances.
et du stockage quasiment illimité stocké sur du S3 qui est forcément beaucoup moins cher que de stocker ça sur des disques dans une machine EC2. Voilà, et le stockage de même est stripé sur des centaines de nœuds de stockage distribués sur 3 availability zones également. Et donc vous avez une redondance de stockage aussi extraordinaire avec 6 copies de la donnée, 2 dans chaque availability zone. Donc même si 2 availability zones tombent, vous avez toujours 2 copies qui restent dans la 3e availability zone, ce qui est quand même un vrai luxe. Pour rentrer un peu plus en détail sur les bénéfices, comparé par exemple à un MySQL standard que vous déployez dans vos data centers, on a jusqu'à 5 fois le throughput. Et comparé à un PostgreSQL, pareil, on a jusqu'à 3 fois la performance en termes de input-output sur Aurora. Et ça vient surtout du fait qu'on peut avoir jusqu'à 15 read réplicas du coup sur Aurora, ce qui vous permet vraiment d'avoir des performances assez exceptionnelles sur ce type de base de données. Forcément, haute disponibilité également. Self-healing, le stockage, dès qu'il y a un problème sur le stockage, ça va se réparer automatiquement. Comme je vous ai déjà dit, 6 copies sur 3 availability zones et forcément des backups en temps réel non-stop vers Amazon S3. Configurable forcément, mais vous avez du coup des backups au cas où vous avez besoin de restaurer un point. La sécurité forcément est très importante, encryption, adresse et in-transit, isolation de réseau si vous le souhaitez, et tous nos programmes et toutes nos technologies de sécurité sont aussi à votre disposition. Et dernièrement, Aurora est une base de données complètement managée, donc vous n'avez pas besoin de provisionner les serveurs, vous n'avez pas besoin de faire du patching, vous n'avez pas besoin de faire du setup, de la config, tout est complètement automatisé. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voici quelques bénéfices quand même d'utiliser une base de données comme Aurora. C'est surtout des bénéfices qui sont uniques au cloud. Mais on a vu la plupart de ces bénéfices déjà. Je voulais surtout vous parler de 2 outils qui vont vous aider à faire cette modernisation ou à migrer sur le cloud tout simplement. Le premier, c'est AWS SCT, le Schema Conversion Tool. C'est un outil qui vous permet de convertir votre schema de base de données de par exemple SQL Server vers MySQL ou PostgreSQL, donc compatible Aurora. Le deuxième service, c'est AWS Database Migration Service, qui est notre service de migration de base de données. Alors, les deux sont complémentaires. Donc, ce que SCT va vous permettre de faire, c'est de convertir des tables vers des versions MySQL ou PostgreSQL, ou même d'autres bases de données. L'avantage de cet outil, c'est que ça vous permet de voir les incompatibilités quand vous faites ce type de modernisation avant de faire la migration. Donc, il va vous flaguer, voilà, comment dire, les features qu'une base de données supporte que l'autre base de données ne supporte pas dans les schémas, juste pour que vous puissiez vous préparer et avoir vraiment un outil qui vous permet de comparer la compatibilité et faire des ajustements avant de vraiment faire la migration. Sachez que cet outil existe, vous pouvez y accéder gratuitement. Et l'autre outil, c'est AWS Database Migration Service. Donc, si vous voulez juste faire une migration SQL Server vers AWS SQL Server, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ce service. Et pareil, vous pouvez également utiliser ce service pour migrer vers des versions modernes, PostgreSQL ou MySQL ou Aurora ou d'autres, ou MariaDB par exemple. FCT vous permettra d'anticiper les problèmes. Après, AWS Database Migration Service, c'est quand même faire aussi du schema conversion de base. C'est juste qu'il y a des choses qui ne saura juste pas convertir. Dans quel cas, c'est mieux d'anticiper en utilisant ACT. Sachez que cet outil-là de migration vous permet, je pense qu'il y a une petite animation d'ailleurs, de garder une synchronisation en temps réel entre la base de données que vous avez on-premise et la base de données AWS, ce qui vous permet de garder une réplication en continu et donc de décider à un point X
de couper la base de données on-premise et de la passer en production sur le cloud, une fois que vous avez tout testé. Et donc, c'est une migration sans interruption. Vous pourrez tout simplement migrer vers le cloud sans que vos utilisateurs aient une interruption de service. C'est un autre bénéfice de cet outil de migration. Merci Voilà, Christopher. j'ai à peu près fini. Juste en conclusion, du coup, quand vous démarrez sur AWS SQL Server, on a plein d'options pour vous. Vous pouvez tout faire à la main, vous pouvez porter vos licences existantes également. Vous pouvez prendre un service comme RDS qui vous simplifie la vie, qui vous permet de tout manager. Ou vous avez également des choix de modernisation pour vous débarrasser des licences si vous le souhaitez. Voilà. Donc, plein de chemins d'adoption du cloud différents avec des bénéfices de plus en plus forts, plus vous allez adopter des services cloud natifs forcément. Mm. À toi, Romain. Merci Christopher. Effectivement, il y a pas mal de possibilités sur AWS pour répondre, je pense, à différents types de use cases. Donc nous, on va démarrer sur la démo technique. Donc comme on l'a expliqué précédemment, on a choisi de déployer un cluster SQL sur des EC2 sur AWS. Donc au niveau des outils qu'on va utiliser, ça va être les mêmes que sur les sessions précédentes. Donc on va utiliser notre package kiss.zip qu'on a uploadé précédemment sur un bucket S3 qui contient en fait tous nos binaires et nos variables. Dans un fichier XML pour la partie infra.xml avec la description de notre infrastructure qu'on va déployer. Et puis le secret XML qui va contenir les différents credentials pour pouvoir déployer cette infrastructure. Donc là, comme j'avais expliqué précédemment, on peut aussi utiliser le service manager AWS SSM avec la partie Parameter Store. Nous, on a choisi de stocker ça sur un bucket S3 qu'on a permissionné bien sûr avec les bonnes permissions en termes de sécurité. Ensuite, on va séquencer notre installation avec Box Starter. Donc Box Starter va nous permettre de gérer principalement le redémarrage de nos serveurs et de garder le fil des scripts en fait d'installation qu'on va dérouler à travers ces différents redémarrages. Et tout simplement pour installer les packages, on va utiliser Chocolaté, qui est notre outil de packaging, qui nous permet d'installer des packages sur Windows. On peut dire que c'est l'équivalent d'un Yum pour Linux, si on veut catégoriser un petit peu. Donc au niveau de Chocolaté, justement, on avait vu qu'on avait des packages pour la partie Active Directory. Sur la partie SQL Server, c'est la même chose. On a un certain nombre de packages qui nous permettent de déployer notre infrastructure. Donc là, on va utiliser le package qui va nous permettre de déployer du SQL Enterprise 2017, d'activer le Always On, et puis de configurer un petit peu, de préparer notre environnement pour poser nos deux serveurs SQL qui vont être à la fin du déploiement prêts pour héberger une base de données en cluster. Donc encore une fois, la cible qu'on veut atteindre sur notre infrastructure, et puis cette troisième brique SQL sur laquelle on va se focuser aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on va déployer toutes ces ressources à l'aide de Terraform, comme on l'a fait sur les deux premiers épisodes. Donc Terraform qui est notre outil d'infrastructure as code. Donc on va dans une première étape provisionner nos deux instances SQL sur AWS, attendre que SQL se déploie sur ses serveurs et s'installe correctement. Et puis ensuite, on va préparer notre cluster SQL Always On en créant tout d'abord le witness pour déployer notre cluster et faire le failover. Sans plus attendre, je vais vous passer à la démo technique. Alors, hop. Okay. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, Christopher, si tu peux me confirmer. Christopher? Pardon, j'étais muté. Je disais, je voyais encore ta slide. Ok, ça marche. Je suis au milieu des mains. Ok, je vais juste changer l'écran que je présente.
Ok. C'est bon. Donc, étant donné que la démo est un petit peu longue, on a pré-enregistré cette démo en live. Je vais vous la commenter avec un petit peu moins de précision que aurait pu le faire Romain. On va essayer de synthétiser un petit peu les explications sur les différentes étapes. Donc, ok, on est parti. Donc on va revenir sur la console EC2 pour voir les différentes briques qu'on avait déployées dans les épisodes précédents. Donc là, on voit qu'on a nos deux domaines contrôleurs, notre serveur de packaging Nugget, et puis notre serveur de rebond AWS. Là, on voit qu'on a nos AMI qu'on avait préparés avec le join domain automatique qu'on va pouvoir utiliser. Et puis la partie bucket qui héberge nos TF State Terraform et nos différents packages chocolatés. Donc là, on se connecte sur un de nos contrôleurs de domaine pour vérifier qu'effectivement, on n'a rien au niveau de l'infra SQL pour le moment, ce qui est normal puisque nous ne les avons pas encore déployés. Donc là, côté DNS, c'est pareil, on a juste nos domaines contrôleurs qu'on a déployés lors du dernier épisode. Donc là, on va voir notre stack Terraform avec différents fichiers. Donc notre fichier de variables, tout d'abord, qui va contenir les différentes variables de notre infrastructure. On va détailler un petit peu ces différents fichiers. Donc là, c'est le séquencement de tous nos fichiers Terraform qu'on va lancer les uns après les autres. Donc sur la partie variable, on va retrouver toutes les informations nécessaires au déploiement de notre infrastructure. Donc à la fois l'AMI qu'on va pouvoir utiliser, qu'on a préparé précédemment, les adresses IP, le type de produit qu'on va déployer. Donc là, notre AMI personnalisé, notre OU cible. Donc on retrouve notre mécanique vendeur, product, action. Donc là, on va déployer du Microsoft SQL en version Enterprise 2017. On va le positionner dans une OU par défaut. Donc là, effectivement, le nom des serveurs ainsi que les IP qu'on va positionner sur ces serveurs. C'est vraiment toutes les informations dont on a besoin pour déployer ces serveurs hein, qui sont décrits dans ce Terraform, dans ce fichier Terraform. Donc là, on va initialiser notre build Terraform. Donc là, en fait, Terraform va analyser le fichier qu'on souhaite déployer par rapport à l'infrastructure qui est réellement déployée et il va nous dire un petit peu les différents changements qu'il va mettre en place. Donc là, quand on fait un Terraform apply, il va directement appliquer le changement entre ce qu'on a dans les fichiers de configuration et ce qui est réellement déployé sur AWS. Donc normalement, il va rajouter 7 composants différents. Donc là, il est en train de rafraîchir l'état, de vérifier justement l'état de la configuration. Ouais, voilà. Donc là, Terraform en fait a détecté qu'il y avait 7 nouveaux composants à déployer. Donc, il nous demande une confirmation systématique. Donc, ça correspond bien à ce qu'on souhaite déployer. On valide. Terraform va donc récupérer le package keys.zip qui va être nécessaire pour pouvoir déployer l'infrastructure et il va déployer les différentes instances SQL. Voilà, là en output, on a les 3 IP en fait qu'on a configurés pour les 2 serveurs SQL ainsi que pour le witness. Donc on peut voir au niveau de la console EC2 si on fait un refresh que les 3 instances sont en train de s'initialiser.
Donc au niveau des instances SQL, ce qu'on va pouvoir voir, c'est au niveau du user data. Donc on passe en paramètre un user data qui va nous permettre de définir un certain nombre de personnalisation, de configuration. Donc là, on retrouve notre script PowerShell, donc vendeur, product, la version d'SQL qu'on souhaite déployer, le nom du serveur, l'OU de destination, toutes les variables un petit peu de personnalisation qu'on va positionner à cet endroit-là. Là, justement, on va voir le contenu d'un package NuGet qu'on va déployer. Donc là, typiquement pour l'installation de SQL Enterprise 2017. Donc comme je l'ai déjà dit, Chocolatey, derrière c'est du PowerShell, donc c'est assez standard. Et donc là, on a un script d'installation de la version 2017 Enterprise SQL avec la récupération des secrets pour pouvoir faire l'installation. Chaque package en fait est structuré de la même façon. Donc là, on peut voir les variables vendeur, product, édition, version. Donc c'est structuré de la même façon pour que ce soit plus lisible et plus assez simple d'utilisation pour nous. Dès qu'on veut construire un package, on va systématiquement le construire avec cette arborescence, cette mécanique et ces différentes variables pour que ce soit simple d'utilisation. Et là, on voit d'ailleurs que dans notre fichier infra.xml, on utilise les mêmes variables que dans notre package NuGet. Donc là, du côté du bucket, on a stocké sous forme de .zip en fait ces packages. Donc pour la partie SQL, on va retrouver notre .zip qui va contenir les packages d'installation. Après, c'est une installation classique en PowerShell. Donc c'est assez standard avec les différentes variables SQL qu'on peut passer en paramètres pour configurer notre serveur SQL comme on le souhaite. Donc là, dans notre infra.xml, justement, on set toutes les variables nécessaires qu'on va aller rechercher dans ce package-là. Donc là, on va chercher simplement les variables qui se trouvent dans l'autre fichier infra.xml pour pouvoir les positionner ici. Donc là, les serveurs sont en train de s'installer. Ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est aller regarder au niveau des screenshots de déploiement de ces instances pour voir un petit peu à quelle étape ils en sont. Donc là, on voit pas forcément encore ce qui se passe parce que l'installation en fait se fait de manière silencieuse. Donc pour le moment, on n'a pas encore d'autres moyens d'interagir avec nos instances que la partie screenshot, hein, comme les serveurs ne sont pas encore disponibles. Ça prend un petit peu de temps à l'installation. Il va y avoir un redémarrage ensuite des instances post-installation. C'est là justement que Boxstarter va nous servir à garder le fil du déroulement de notre installation. Donc là, le serveur a redémarré. On va pouvoir peut-être voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on a un autologon de configurer. Ok, et donc là, on peut voir que Boxstarter a démarré pour prendre la main justement sur le cadencement, le déroulement en fait
l'installation du package SQL. Donc là, la récupération du keys.zip, toujours en première étape. Et puis on va avoir le start du package SQL juste après. En parallèle de ça, il y a exactement la même chose qui est en train de se dérouler sur le deuxième serveur SQL. Donc là, on a une installation SQL qui se fait de manière parallèle sur deux serveurs. On aurait pu le faire sur beaucoup plus de serveurs, hein, bien sûr. Donc, si on regarde sur le deuxième serveur, qu'est-ce qui se passe? Ça devrait en être à peu près au même stade. Ok, très bien. Donc, pour faire cette installation, on est parti, je rappelle, on est parti de l'AMI personnalisé qu'on avait utilisé pour faire un join domain à l'instanciation des serveurs, avant même de faire l'installation SQL. Donc là, si on regarde un petit peu après sur la console Active Directory, on devrait voir nos deux serveurs qui se sont rajoutés dans la console AD justement. Donc là, si on fait un refresh, voilà, on voit nos deux serveurs SQL qui sont venus se rajouter dans l'OU qu'on a prédéfini pour héberger nos serveurs SQL et côté DNS de la même façon. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où la mécanique, en fait, cette automatisation elle est en place, tout ce que vous avez à faire, c'est définir les différentes variables qui vont composer votre infrastructure, l'OU de destination, le nom des serveurs, etc. Et ensuite, les scripts vont dérouler automatiquement toute l'installation de la stack. Donc le troisième serveur qu'on déploie du coup c'est le Witness. Sachant que sur la partie Witness, pour pouvoir déployer ce troisième serveur, on va attendre que les deux premiers serveurs soient up and running et que la configuration soit correctement terminée. Ce qui nous permet de valider que la configuration est terminée des deux premiers serveurs, en fait, ça va être le tag name. À partir du moment où on positionne le tag name, on va savoir, on va estimer que ça veut dire que le serveur est dans une bonne configuration, qu'il a terminé son installation et qu'on va pouvoir installer le witness. Parce qu'évidemment, si vous essayez d'installer le witness sans avoir installé les deux premiers serveurs SQL, ça va pas fonctionner. C'est le même principe que quand on est déployé l'Active Directory, on a d'abord déployé la forêt, ensuite rajouté un domaine, on séquence en fait les différentes phases d'installation. Donc là, les serveurs ne sont pas encore prêts puisqu'on n'a pas les tag names. Donc là, on est sur la fin du setup SQL. Donc là, on a utilisé un paramètre en fait d'installation PowerShell qui fait qu'on ne voit pas à l'écran ce qui s'affiche, les scripts d'installation, mais ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'installer en fait la partie SQL avec les différents arguments qu'on lui a passés en paramètres.
Donc là, normalement, on va avoir un dernier redémarrage post-installation SQL sur les deux serveurs. Je pense qu'on arrive bientôt à cette étape, d'ici quelques secondes. Voilà, redémarrage. Donc à cette étape, les serveurs ne sont pas encore prêts. On n'a toujours pas de tag en fait au niveau des instances. Voilà. Là, le serveur a fini son redémarrage. Il installe encore des features. On va donc avoir Boxstarter qui va pouvoir reprendre la main suite à ce redémarrage pour terminer le déploiement. Ok. Donc là, Boxstarter a récupéré la main. Donc on voit qu'il est en train de terminer la configuration, qui devrait bientôt être prête. C'est l'installation qui se déroule en parallèle sur les deux serveurs SQL. On en montre qu'un bien sûr, parce que ce serait compliqué de montrer les deux et ça aurait peu d'intérêt. Je pense encore quelques secondes, on y est presque. Ok, donc là on voit qu'on a le tag name qui est apparu sur les deux serveurs SQL, donc ce qui signifie que notre installation s'est déroulée correctement. Donc on a nos deux premiers serveurs SQL qui sont déployés et configurés. Et on va pouvoir déclencher le setup en fait sur le troisième serveur SQL, donc le witness. Donc là, le witness va redémarrer. On va avoir pareil Box Starter qui va prendre la main en fait sur le séquencement de l'installation de nos packages. Et puis on va pouvoir déployer notre premier package, donc deploy cluster, et installer les dépendances qu'on a besoin, comme par exemple le NTFS security qui va être nécessaire. Donc là, cette phase va prendre un petit moment. Donc là, pareil, notre serveur, il a fait un autologon. Boxstarter va reprendre la main. Voilà. Donc l'installation automatique va pouvoir se déclencher. Donc là, il y a une autre fonctionnalité de Boxstarter qu'on voit aussi, qu'on a vu passer sur le screenshot, c'est la désactivation des updates automatiques Windows. En fait, Boxstarter permet de gérer le redémarrage du serveur, mais il vous permet aussi de contrôler l'installation des mises à jour automatiques et de différents paramètres Windows pour vraiment garder la main sur votre serveur pendant la phase d'installation et que ce soit pas perturbé par une redescente de mise à jour ou autre chose. Donc là, on installe la dépendance NTFS Security.
le démarrage de l'installation de notre package deploy cluster. C'est vraiment à partir du moment où on aura installé ce troisième serveur, enfin ce troisième package, qu'on va pouvoir créer notre cluster, créer le nom DNS qui va avec, et ajouter les IP des serveurs SQL 1 et 2 sur le cluster. Donc là, le package va pouvoir lancer la création du cluster, new cluster. Ok, donc là, le cluster a été créé. On va créer les records de DNS. Et on va pouvoir ajouter les IP secondaires sur les serveurs SQL 1 et 2. Okay. Donc là, une fois qu'on a fait ça, le package va redémarrer en fait les deux nœuds SQL, donc en démarrant par le premier puis ensuite le deuxième. Et côté AWS, on va pouvoir attribuer des ENI donc sur les deux nœuds SQL. Donc là, on voit qu'on a attaché donc une ENI sur notre serveur. Dans notre fichier Terraform, là on peut voir donc là, justement la variable secondary private IP, donc qui est l'adresse secondaire qu'on va ajouter sur chaque nœud, enfin qui a été ajoutée sur chaque nœud SQL. Au niveau de la console AD, on peut voir qu'on a nos trois serveurs SQL, donc les deux premiers serveurs du nœud, plus le serveur Witness. Et côté DNS, on voit bien l'entrée DNS des serveurs et du cluster qui sont présentes. Si on regarde un petit peu côté Nuggets, le contenu de notre package deploy cluster justement qu'on a déployé pour pouvoir déployer ce cluster, vous allez voir que c'est assez standard ce qu'on a utilisé. Donc pareil, notre mécanique de variable qui reste la même. Et ensuite, c'est de l'installation tout simplement PowerShell avec la création des records DNS et les différentes étapes pour déployer notre cluster. Donc on va chercher dans notre fichier infra.xml
toujours les différentes variables qu'on a besoin. Est-ce que c'est du always on, le nom du cluster, le primary node, le secondary node, toutes les variables qui vont nous permettre de configurer finalement notre cluster SQL. Donc on vient piocher dans ce fichier toutes ces informations pour alimenter les variables qui se trouvent dans le package Nuggets qu'on a vu précédemment. Donc là, on va se connecter sur le premier, sur le serveur SQL 01 qui a été buildé. On va justement aller vérifier que le cluster est bien monté puis qu'il est effectivement online. Et puis pour valider que notre cluster est bien up, on fera un failover en fait d'un nœud vers l'autre pour valider que le cluster fonctionne bien. On valide notre cluster. Donc on va déclencher un failover sur le deuxième nœud. Là, on vient de passer en ligne sur le deuxième nœud SQL. Donc le cluster a l'air opérationnel. Donc ouais, l'IP au niveau de l'entrée DNS du cluster a bien changé. Donc notre bascule a fonctionné. Donc on a un cluster et un cluster SQL qui est fonctionnel. Donc là, on va faire un chocolist en fait qui va nous permettre de lister les packages installés. Et on voit bien donc qu'on a installé notre package SQL Enterprise 2017, notre package Enable Cluster et notre package Enable Always On. Il va nous rester une dernière brique à installer, donc qui est la partie Management Studio. Donc là, pareil, en fait, on va le faire directement via Chocolaté. Donc là, on va lister l'ensemble des packages qu'on a à disposition dans notre repository. On va aller chercher notre package Management Studio et puis on va faire un chocolaté install, donc un C-inst de ce package Microsoft SQL Management Studio. Donc là, on voit qu'il est en train de l'installer. Donc c'est assez pratique de pouvoir installer des packages sur Windows de la même manière qu'on pourrait le faire sur du Linux, je dirais. Donc là, notre package s'installe et récupère les informations nécessaires sur le bucket S3. Donc le package a bien été téléchargé.
On n'a pas fait de cut au niveau de la vidéo, hein, donc toute l'installation, le déploiement du cluster là se fait en temps réel. On a enregistré la démo pour éviter justement l'effet démo, mais le timing de l'installation est réel, hein. Donc là, le package a correctement été installé. On va pouvoir aller vérifier en lançant la console SQL Management Studio. Et puis, on va se connecter sur le serveur SQL 01 pour vérifier que c'est bien fonctionnel. Ok, donc on se connecte sur notre serveur. Ok, donc là, on voit bien qu'on a notre serveur SQL qui est prêt, qui sont prêts pour une configuration Always On et prêt à accepter la création d'une base de données. On peut en voir du coup côté EC2 qu'on a bien déployé nos briques, notre stack SQL avec nos différents serveurs. Voilà. Ok, donc là sur la partie sur la console EC2, on voit qu'on a déployé cette troisième brique de notre infrastructure Microsoft. Donc je pense que la démo va se clôturer ici. Voilà. Ok. Merci Romain. Merci de votre attention pendant cette démo qui était un petit peu longue avec les temps d'installation. Donc on va prendre un petit moment pour répondre à des questions s'il y en a. Donc alors, je vais essayer de prendre les questions. Et une question. Bonjour, la base SQL est stockée à quel emplacement, s'il vous plaît? Alors dans ce déploiement, la base SQL est stockée sur attendez, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'elle est stockée sur les instances EC2. Maintenant, on peut très bien utiliser on aurait pu utiliser du stockage Amazon pour stocker cette base. Ouais, là, c'était un déploiement classique EC2, Always Ouais, On. ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même Là, souvent ce que c'était les clients un utilisent. déploiement classique. Après, justement, ce qui est intéressant, ce qu'a présenté Christopher tout à l'heure, c'est que si vous utilisez un service managé, justement, vous allez pouvoir ne pas avoir à gérer cette partie-là. Par exemple, avec FSX, vous allez pouvoir avoir du stockage managé. Après, la plupart des clients qui migrent sur le cloud, forcément, ils démarrent avec la configuration existante. Ouais, ouais, ouais. C'est un use case qu'on retrouve chez beaucoup de nos clients parce que le move vers un service managé, vers du refactoring, est pas toujours évident. Il faut aussi se laisser le temps de pouvoir le faire. Ok, ben on va arrêter là pour les questions. On n'a pas d'autres questions a priori. N'hésitez pas à nous contacter ultérieurement s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit ou même si vous voulez tout simplement d'autres précisions. Nous, on vous donne rendez-vous pour le dernier épisode avec Christopher pour le déploiement de notre stack applicative. Merci de votre attention. Merci Christopher. Merci à toi, Romain.